Bonjour et bienvenue sur la vidéo de révision du chapitre L'Europe des Lumières, circulation des idées, despotisme éclairé et contestation de l'absolutisme. À la lecture de ce titre, on se rend rapidement compte qu'il va falloir éclaircir certains mots de vocabulaire. Le premier mot qui nous intéresse est le mot lumière. Qu'est-ce que c'est que les lumières? Si je lis la définition, les lumières sont un courant de pensée du XVIIIe siècle qui regroupe des savants et des penseurs voulant guider l'humanité sur le chemin du bonheur et du progrès. Oui, mais encore, il va falloir comprendre. Donc, ce sont des savants, des personnes qui ont accès à la connaissance. On a des écrivains, des philosophes, des scientifiques comme des mathématiciens, des biologistes, qui veulent que leurs connaissances soient accessibles à tout le monde. Ils veulent partager les connaissances avec la population. Et, de cette manière, ils vont également s'opposer à l'absolutisme, à l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, l'absolutisme. Il faut revenir aussi sur ce terme. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'absolutisme, c'est un régime politique où le roi est la seule autorité. Et c'est lui qui a tous les pouvoirs et il décide pour tout le monde. Comment les hommes des Lumières vont-ils s'y prendre pour diffuser leurs connaissances? Eh bien, ils vont écrire. Leur ouvrage principal, c'est l'encyclopédie. L'encyclopédie, c'est donc un ouvrage qui rassemble l'ensemble des connaissances et des idées de l'époque. Aujourd'hui, on dit une encyclopédie. Eh bien, les encyclopédies actuelles sont les héritières de l'encyclopédie de l'époque. C'est donc un énorme ouvrage composé de plusieurs tomes dans lesquels on retrouve des connaissances, des idées, des pages illustrées qui vont parler de systèmes politiques comme l'Ancien Régime, comme l'absolutisme, mais aussi des pages plus scientifiques qui vont expliquer le fonctionnement d'une machine ou qui vont illustrer des plantes. L'encyclopédie, c'est un énorme projet. C'est un énorme projet puisqu'il a fallu du temps pour rassembler toutes ces connaissances. Rassembler toutes les connaissances d'une époque, ça prend du temps. Et Diderot y a consacré une très grande partie de sa vie. Diderot, c'est celui qui dirige l'encyclopédie. C'est celui qui a mis en relation les 150 auteurs qui ont écrit dans cet ouvrage. La publication de l'encyclopédie a rencontré des épreuves. Ces épreuves sont la censure, mais aussi l'emprisonnement de Diderot. En effet, les idées qui se trouvent dans l'encyclopédie ne sont pas toujours conformes à ce que veut le roi. Et le roi décide de tout, a donc le pouvoir de censurer l'encyclopédie. Ainsi, elle ne peut pas être publiée en l'état et doit être modifiée pour réobtenir l'autorisation d'être publiée. Or, Diderot n'est pas d'accord avec cette censure et continue d'écrire et de publier sans autorisation, et c'est donc à ce moment-là qu'il est passé en prison. Cette illustration permet de revoir tout ce qu'est l'encyclopédie. Ainsi, on voit les différents volumes, il y en avait 17 de textes et 11 de planches, donc d'illustrations. On voit également un petit texte qui rappelle quel est le but de l'encyclopédie. On nous dit rassembler les connaissances épars sur la surface de la Terre. C'est donc rassembler toutes les connaissances disponibles et les diffuser. L'encyclopédie a pour but de diffuser les connaissances, mais elle va aussi être un moyen de remettre en cause l'absolutisme. Comment l'encyclopédie remettait-elle en cause l'absolutisme? Voici un exemple. Dans sa définition même du mot pouvoir. La définition du roi est que la puissance, l'autorité appartient au roi. Alors que, dans l'encyclopédie, on peut lire le consentement des hommes réunis en société est le fondement du pouvoir. Ce qui veut dire que pour l'encyclopédie, c'est la société, les hommes qui doivent avoir le pouvoir. Et le peuple donc. Et les pouvoirs ne doivent pas appartenir à une seule personne, mais doivent être séparés. L'encyclopédie s'oppose également aux privilèges et à la division de la société en classes. Ainsi, elle réclame l'abolition des privilèges en disant que seule la nature peut donner des privilèges qui soient légitimes. Tout le reste serait injuste. Enfin, nous avons également vu que l'encyclopédie prônait la tolérance religieuse, c'est-à-dire le fait d'accepter une opinion ou une croyance différente de la sienne, ce qui n'est absolument pas le cas de
l'absolutisme, puisque depuis 1685, Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes et a donc interdit d'autres religions que le catholicisme. Seule la religion catholique est officielle et elle est donc imposée à tous. Ces idées et ces contestations se sont donc diffusées avec ce livre, l'encyclopédie. Sur cette carte, on peut voir que ces idées ont gagné toute l'Europe. L'encyclopédie ne fut pas le seul moyen de partager les idées des Lumières. Effectivement, les scientifiques, les savants de l'époque se rencontraient, voyageaient. Ici, nous avons une carte des différents voyages faits par Voltaire, le philosophe français. Mais il y avait aussi des courriers qui étaient échangés, des manuscrits qui étaient envoyés. Les hommes des Lumières n'avaient cesse de communiquer entre eux, avec les moyens de l'époque, pour échanger leurs idées. Ces idées voyagent si bien qu'elles finissent par atteindre la Russie et trouver un écho aux oreilles d'un des plus grands despotes de l'époque, Catherine II de Russie. Catherine II de Russie est ce que l'on appelle un despote éclairé. Alors, un despote éclairé, c'est un monarque autoritaire, despote, mais qui écoute, qui est sensible aux idées des Lumières, donc éclairé. En étudiant l'exemple de Catherine II de Russie, nous nous sommes aperçus que Catherine II de Russie donnait vraiment l'image d'un despote éclairé, d'une personne sensible aux idées des Lumières, mais souvent l'image seulement. Elle se présente comme une intellectuelle, comme quelqu'un qui veut essayer d'installer l'égalité, mais en réalité, elle est maîtresse de tout, elle décide de tout, et elle reste une monarque despote. Et en France, le monarque est-il sensible aux idées des Lumières? Oui et non. La France est dans une situation critique. Une grosse crise doit être résolue. Or, c'est très difficile. Il y a deux difficultés majeures qui vont s'imposer. La première est la critique de la société d'ordre. Ici, nous avons une caricature qui montre les trois ordres, la noblesse, en haut, bien vêtue, le clergé, qui se reconnaît à ses habits religieux, et le tiers-état, sous le trait d'une paysanne. Cette caricature illustre l'inégalité qui existe entre les trois ordres et montre que le tiers-état devait porter les deux autres ordres, dans le sens où il était le seul à travailler et permettait aux deux autres ordres donc de vivre. L'organisation en ordre et cette inégalité sociale est fortement critiquée à cette époque, mais les privilégiés, les nobles et les clergés, sont très attachés à leurs privilèges et œuvrent pour qu'aucune réforme ne puisse aboutir. C'est cela même qui va empêcher le roi de pouvoir résoudre l'autre crise importante de l'époque, qui est un problème budgétaire. En effet, la France souffre d'un grave déficit budgétaire. Ici, on peut voir le budget de l'État français en 1788, où on s'aperçoit très rapidement que les revenus, ce que gagne le roi, sont beaucoup moins importants que les dépenses. Il y a donc un écart entre les deux, ce qui crée un déficit des dettes. Et c'est en plus le remboursement de la dette qui grève principalement ce budget. Il faut donc soit baisser les dépenses, soit augmenter les revenus pour résoudre le problème. Il est très difficile de baisser les dépenses. On voit que les dépenses militaires sont importantes et malheureusement, on ne peut pas les baisser. Le remboursement de la dette, il en va de même, on est obligé de rembourser les dettes pour ne pas perdre la face. Et ce n'est pas en baissant finalement les dépenses de la cour, de la noblesse ou de Marie-Antoinette, comme on l'a entendu à l'époque, qui vont résoudre le problème, puisque cela ne représente qu'une toute petite partie des dépenses. La solution est donc d'aller augmenter les revenus. Mais pour augmenter les revenus, il faut un nouvel impôt. On sait déjà que le tiers-état est écrasé sous le poids des impôts. Donc, on ne peut plus le taxer davantage. Qui va-t-on devoir taxer alors ? Pour résoudre la crise, il faudrait donc taxer les privilégiés, la noblesse et le clergé. C'est ce que va proposer Calonne.
Calonne, ministre des Finances, propose de créer un impôt qui serait payé par les propriétaires, ceux qui possèdent un terrain, une maison, un monastère. Et donc, cet impôt s'imposerait pas en fonction de la classe, de l'ordre, mais de la propriété. Il toucherait donc les bourgeois, les nobles et le clergé. Cette proposition est soutenue par le roi, qui dans ce texte propose même de donner l'exemple en payant lui-même un impôt sur ses propriétés. Malheureusement, cette proposition rencontre vraiment une opposition forte des notables, donc des privilégiés, qui refusent cet impôt. Et donc, cette réforme ne sera pas menée à bien et le problème de la dette persistera. Ce problème de la dette va emmener la France dans une situation extrêmement difficile où on verra qu'il n'y a pas de possibilité de s'entendre entre ceux qui sont accrochés à l'ancien régime, à leurs privilèges, et ceux qui ont vraiment les idées des Lumières en tête, qui veulent du progrès, qui veulent de l'égalité. Ils n'arriveront pas à trouver de terrain d'entente, et cela va progressivement mener à la Révolution française. En conclusion, les idées des Lumières ont circulé dans toute l'Europe. Elles ont permis de diffuser des connaissances, de contester l'absolutisme, et elles ont même trouvé écho chez certains souverains de l'époque. Cependant, ces idées ont du mal à être appliquées et cela crée des tensions. En attendant le chapitre suivant sur la Révolution française, je vous souhaite de bonnes révisions et surtout une bonne réussite.